RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Antonin Beurrier, le PDG de Vallée Nouvelle-Calédonie. Antonin Beurrier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors vous le savez, beaucoup de rumeurs alarmantes circulaient sur Vallée NC depuis plusieurs semaines en Nouvelle-Calédonie. Et vous, depuis hier, vous montrez particulièrement serein et optimiste. Alors vous allez nous expliquer pourquoi. Et notamment pourquoi est-ce que vous ne vous inquiétez pas du départ de Vallée, le groupe brésilien de Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il ne se désengage pas parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous, parce que vous perdez de l'argent, parce que Vallée NC ne produit pas assez ? Non, je pense que ce qui me rend déterminé et confiant, c'est que le groupe Vallée est un groupe sérieux, responsable. Ils vont nous donner les moyens d'assurer la transition et l'adaptation de l'entreprise pour réussir. Donc on a une stratégie qui, je pense vraiment, va être gagnante. C'est de simplifier l'usine, c'est de la dérisquer et de produire un produit sur un marché porteur. Ça, c'est ce qui me rend confiance sur l'avenir. Est-ce que j'ai les moyens techniques, humains, financiers pour le faire ? La réponse est oui. Donc ce n'est pas un désengagement finalement, c'est plutôt une passation de suite, une passation de relais. Vallée a des intérêts stratégiques importants et des grands challenges dans son marché domestique, au Brésil notamment, dans tout le continent américain. Et donc ils ont souhaité, après 13 ans d'efforts, mais considérables, notamment financiers, humains, techniques, industriels, passer le relais. Et qui est-ce qui peut reprendre le relais ? On a une idée des repreneurs possibles ? Alors la première chose à faire, c'est de faire que l'entreprise gagne de l'argent. Qu'elle finance son exploitation, qu'elle finance ses investissements et qu'elle soit en mesure de distribuer des retours à ses actionnaires. C'est quand même la base. Et sur cette base-là, on est capable d'attirer des gens intéressants qui croient à notre projet, qui croient à notre ambition environnementale et sociale, qui croient en notre modèle industriel, qui croient en notre technologie. On a plein d'atouts dans notre jeu et donc là, on pourra avoir soit des clients, des fabricants de batteries, des constructeurs. On a également des investisseurs industriels ou financiers qui seraient prêts à venir avec nous. Ça va prendre du temps. Le groupe Vallée a mandaté la banque Rothschild pour nous aider à trouver les bons investisseurs, mais ce qui va être important, c'est la qualité de leur projet et leur adhésion quelque part à notre ambition. Vous aurez votre mot à dire ? Je veux dire, Vallée NC va être partenaire des discussions pour la reprise ? Oui, clairement oui. Nous, en tant que management, moi-même, j'ai même reçu le mandat du conseil d'administration du groupe, mais ce qui est important, c'est que les institutions également se sentent à l'aise avec le projet, et donc il y a un dialogue très ouvert qui a déjà été entamé, tant avec la France que la Nouvelle-Calédonie. Alors vous changez donc de modèle industriel, vous abandonnez l'oxyde de nickel. Tout de même, est-ce que c'est un échec du procédé qui avait été mis en place ? Est-ce que c'est un échec économique ? Est-ce que c'est un échec financier ? Comment est-ce que vous l'analysez ? Je pense qu'il faut faire preuve de lucidité. Ça fait 10 ans qu'on essaye de produire ce produit qui était initialement bien pensé pour servir le marché de l'acier inoxydable en Chine. Entre-temps, les Chinois se sont développés, ont développé des sources d'approvisionnement très compétitive. Pour nous, de faire tourner notre raffinerie, elle nous coûte entre 6 et 8 milliards de francs par an en opération et en maintenance. Et le supplément de prix que j'avais avec ce produit oxyde de nickel par rapport à mon produit intermédiaire que je veux maintenant produire était simplement de 2,5 milliards. Vous faites le calcul, vous voyez qu'il n'était pas possible de maintenir ce modèle-là. Donc, un peu d'humilité, on fait plus simple, on dérisque, puisque j'ai à peu près 40% de mes risques industriels qui disparaissent en mettant en sommeil ma raffinerie. Et puis, on s'engage résolument dans un marché qui croît de 30 à 40% par an et qui est le marché du futur pour nous. Techniquement, tout de même, la raffinerie, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Elle va rester sur place ? Oui, on va donc... Pas de démantèlement a priori ? À ce stade, on ne le prévoit pas. On prévoit plutôt ce qu'on dit. On met en sommeil, on démonte les moteurs, les pompes, on vide les réactifs, tous les éléments qui servaient à la faire fonctionner. Ça va prendre un peu de temps. On va le faire de façon ordonnée. On aimerait pouvoir arrêter de produire l'oxyde de nickel à partir de mars 2020. Et alors donc, vous allez vous concentrer sur le NHC, un précipité de nickel et de cobalt, ça on ne veut pas être trop technique. Vous croyez vraiment à ce marché des batteries pour véhicules électriques ? Il explose aujourd'hui ? Alors c'est un marché qui aujourd'hui ne fait que 4% du marché du nickel, mais qui croît de 30, même 40% par an. On voit tous les constructeurs automobiles qui annoncent que dès 2025, toute leur gamme sera proposée en électrique ou en hybride. Donc ça nécessite des batteries importantes. Dans une batterie, par exemple, si vous achetez une Tesla, une Model S, vous avez 43 kg de nickel et 6 kg de cobalt. Et de plus en plus, les batteries vont être riches en nickel, au moins pour les 10 prochaines années. Donc on est confiant sur le marché sous-jacent. On est allé approcher des clients en direct pour voir, les BASF, les Panasonic, etc. nous disent qu'ils sont très intéressés, notamment
notamment par la qualité de notre produit, mais aussi par le fait que on a une ambition environnementale. Dans la gestion de nos résidus, par exemple, et j'ai le plaisir de confirmer évidemment que Lucie se fera, et je vais même accélérer un peu le calendrier, dès 2021, on va reprendre des travaux, parce que d'autres pays qui produisent ce type ce que j'allais vous dire, il y a nickel, quand même beaucoup de concurrents, on pense notamment à l'Indonésie. Ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, certains prennent déjà le choix de mettre les résidus en pleine mer. C'est évidemment pas notre choix. Nous, on veut se différencier sur la qualité et sur l'environnement. Donc, neutralité carbone, gestion des résidus, mix énergétique, plus de renouvelables. L'entreprise, vraiment, j'aimerais vraiment que les Calédoniens acceptent d'avoir un regard un peu neuf sur cette entreprise. On est en train, nous aussi, d'évoluer énormément. C'est important aujourd'hui, dans le monde des affaires, la plus-value éthique, le respect de l'environnement, c'est une donnée qui compte, ou est-ce que les préoccupations sont avant tout économiques ? Alors, en plus, sur le marché du nickel, on dit souvent c'est une commodité, donc on achète un prix, un matériau. Mais le monde change. Quand vous voulez acheter un véhicule électrique et que vous savez que le nickel que vous avez eu, en fait, a été le produit d'un procédé qui n'était pas propre ou que la gestion des résidus n'était pas correcte, je pense que les gens vont être interpellés. Donc, il y a une prise de conscience globale sur la durabilité, la soutenabilité de nos modèles industriels. Nous, on est ravis de s'inscrire là-dedans et c'est d'ailleurs la carte que l'on va jouer. La neutralité carbone, c'est possible pour une usine comme celle de Valais ? Ça va être très difficile parce que depuis le départ, enfin, il y a 20 ans, sur la planche à dessin, les ingénieurs n'intégraient pas cette donnée-là. Mais en fait, on a maintenant des technologies qui font qu'on peut le capturer, le séquestrer et même le valoriser industriellement. Donc, ce n'est pas simplement une conformité réglementaire, mais c'est de nouveaux métiers, de nouvelles activités et qui elles-mêmes peuvent s'autofinancer. Alors, ce modèle industriel, ce nouveau modèle industriel intègre également tout de même des autorisations, des demandes d'exportation. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de compléter la production de NHC par des exports ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une raison économique, c'est-à-dire que si je reste à environ à 85% de mon chiffre d'affaires sur le modèle hydrométallurgique initial, qui est simplifié, j'ai besoin de compléter économiquement par 15% de revenus qui viendront dérisquer et puis mieux équilibrer mon modèle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que paradoxalement, chez nous, dans le Sud, les saprolites arrivent avec beaucoup de magnésium. Ce magnésium est notamment une chimie qui est très, très variable et vient nous perturber tout le procédé. On a tout fait pour essayer de stabiliser tout ça, on n'y arrive pas. Il faut une alimentation stable et les saprolites, plutôt que de les mettre en verse, elles ont une valeur économique. Il faut qu'on valorise les ressources calédoniennes, c'est notre job et on est prêt d'ailleurs à contribuer en les exportant à l'économie. Et là aussi, vous avez des clients déjà potentiels ou... Oui, la qualité des saprolites que nous avons fait que beaucoup de gens souhaitent les acquérir. On veut le faire dans le respect, des équilibres actuels. On a déjà des mineurs en Calédonie. On veut le faire en bonne coordination avec eux, avec le SEM notamment, et évidemment dans le respect de tous les équilibres institutionnels, juridiques, finances publiques, etc. Donc on fera les choses de façon exemplaire. Et donc on dépose ce dossier qui est pour nous en fait la façon de sauver l'usine métallurgique. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de ça pour pouvoir équilibrer tout le modèle. Oui, parce qu'on sait que tous les métallurgistes calédoniens ont de toute façon des difficultés avec des problèmes de rentabilité et de compétitivité. Le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergie notamment sont trop élevés. Comment est-ce que vous pourriez arriver à contourner ce problème puisque vous parlez d'arriver à l'équilibre ? Eh bien, en mettant ma raffinerie en sommeil, je baisse d'environ 20% mon prix de revient. Donc c'est colossal et en un an on peut le faire. Si j'augmente un tout petit peu mes volumes, avant il fallait que j'aille au-delà de 50 000 tonnes pour atteindre l'équilibre, là dès 33 000 tonnes. Et si j'ai ce petit complément d'export, dès l'année prochaine, au prix du nickel actuel, je suis à l'équilibre d'exploitation et je peux après dégager des bénéfices. Donc c'est possible, mais il faut être agile, il faut être un peu souple et il faut tirer parti de l'ensemble de nos atouts. En fait j'ai besoin de l'alignement de tous les facteurs que je vous ai indiqués, Elisabeth, c'est-à-dire l'hydrométallurgie qui fonctionne bien, un produit porté par le marché pour les batteries véhicules électriques, l'export, une restructuration générale de l'entreprise. Si tout ça s'aligne bien, on est bon. Une restructuration, ça passe par un plan social, par des licenciements ? C'est la dernière variable évidemment d'ajustement. Je souhaite pas que les salariés pâtissent en fait de ces difficultés stratégiques qu'on a pu avoir dans les dernières années. Clairement, il va y avoir une restructuration. On va le faire. Dans le dialogue, dans le respect absolu. L'idée, c'est de prendre une décision franche, ferme, j'ose presque dire courageuse sur le plan industriel, mais la plus humaine et la plus sociale possible. Les exportations notamment, vous avez besoin pour cela de l'autorisation des autorités calédoniennes, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On sait également que la Calédonie est actionnaire de l'usine à hauteur de 5%. Quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui avec les responsables politiques ou institutionnels de la Calédonie ? Est-ce qu'ils adhèrent à ce projet ?
Alors oui, j'ai vraiment la chance d'avoir une adhésion quasi complète sur la nouvelle stratégie. Les gens sont enthousiastes, je crois. Je l'ai présenté au Congrès, notamment en début de semaine dernière. Et les gens ont compris l'ambition environnementale, les gens sont intéressés du fait qu'en Nouvelle-Calédonie, on pourra engager des discussions avec des groupes comme Tesla, comme BMW, etc. On fait venir un peu l'innovation technologique et l'industrie du 21e siècle ici. Donc j'ai vraiment compris que j'avais un soutien général sur cette stratégie. Évidemment, une grosse préoccupation sur la préservation de l'emploi, la préservation de la confiance. Et puis, il faut qu'on continue à jouer notre rôle un peu de poumon économique du territoire. On fait presque 10% du PIB. On continue à le faire. L'année prochaine, je vais continuer à investir. Je continue à investir presque 10 milliards dans mon outil industriel. Voilà, la vie continue et plus que jamais, on est déterminé à réussir. Le projet Lucie est confirmé, vous nous le disiez, et il va même être avancé. On va l'avancer un petit peu. Enfin, il avait été reporté, mais il avait été repoussé. Maintenant, on recale un peu tous les calendriers. J'aurai une vision très précise et très détaillée à la fin du mois de mars 2020. Et aussi, c'était une condition importante, le groupe Vallée s'est engagé à nous donner les moyens de financement de ce projet. Votre calendrier maintenant, dans quelques jours, vous devez rencontrer les partenaires sociaux, et ensuite le calendrier de l'année 2020 entre la recherche de partenaires, le nouveau modèle, comment ça va se mettre en place? Alors effectivement, on ne va pas chômer. Donc 9 décembre, il y a un comité d'entreprise extraordinaire qui viendra préciser un peu les maquettes et l'organisation future. S'engagera là, et j'y tiens beaucoup, un dialogue social, j'espère le plus constructif et le plus... de prendre toutes les idées. Les bonnes idées ne viennent pas que de la direction chez nous. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de moderniser notre gouvernance, une nouvelle équipe de direction également. On essaye de faire émerger les bonnes idées, et j'ai senti hier, je parlais à tous les employés en direct, une vraie volonté de réussir et de s'en sortir par nous-mêmes. C'est un nouveau challenge, une nouvelle entreprise. Donc ça, c'est très, très positif. Ensuite, je pense que dans le courant du mois de janvier, on verra un petit peu se dessiner des possibilités pour la structure de l'actionnariat et pour la stratégie. Et je pense qu'au premier trimestre 2020, on aura quelques bonnes idées à échanger avec vous. Antoine Naborier, le PDG de Vallée NC, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.